Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'affaire des 94 milliards connaît un rebondissement. Cela avec l'entrée du doyen des juges dans le dossier qui a convoqué et auditionné Ousmane Sonko cet après-midi au tribunal de Dakar. C'est le leader de PASTEF qui l'a révélé dans une déclaration. Pour Ousmane Sonko, la plénière de l'Assemblée nationale demain n'a plus sa raison d'être puisque la justice a entamé son travail. Je vous propose d'écouter Ousmane Sonko. C'est heureux que ça se fasse en tout cas, quel que soit le retard. Vous savez, quand vous déposez une plainte avec conscience de partie civile, le juge d'instruction doit l'examiner et quand il considère que c'est recevable, il vous appelle, faire la confirmation de plainte et prendre une ordonnance pour fixer la consignation, laquelle ordonnance, le paiement de cette consignation et le dépôt de la quittance, lit le juge pour que la procédure démarre. Donc c'est la procédure normale, ordinaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Que ça se passe à la veille de ce qui doit se passer à l'Assemblée nationale, ça peut être une coïncidence, car moi je n'ai pas à l'interpréter, mais souvenez-vous que depuis le début, nous avions dit que nous ne répondrions à aucune commission d'enquête parlementaire parce que ce dossier n'est pas politique. Une commission d'enquête parlementaire, c'est politique. Elle examine des faits politiques et elle aboutit à des recommandations politiques. Nous avions dit que ce dossier n'est pas politique, il est judiciaire. Mais encore, quand bien même il y avait déjà une commission d'enquête parlementaire, dès lors qu'une procédure judiciaire est enclenchée, évidemment, la commission d'enquête parlementaire s'éteint ipso facto. Donc, aujourd'hui, la suite logique, c'est que cette mascarade qui se passe à l'Assemblée nationale depuis trop longtemps et qui devait aboutir à la lecture des rapports en plénière, elle doit s'arrêter immédiatement. Ousmane Sonko sera notre invité en fin d'édition. Je rappelle que la plénière de l'Assemblée nationale se réunit demain à partir de 9h et va entendre le rapport de la commission d'enquête demain, donc dans l'après-midi. Politique avec Thierno Alassane Sall qui s'oppose à une probable amnistie pour qui que ce soit. L'ancien ministre ne veut surtout pas que la paix sociale se fasse sans que ceux qui sont reconnus coupables n'aient pas payé. Le leader de la République des valeurs était à Touba en prélude au Magal. Le voici avec Marema Diop. Ce que je peux dire de manière générale, c'est que le Sénégal a vécu des moments difficiles liés à l'histoire du pétrole et du gaz. Le régime de Macky Sall essaie d'enterrer cette question, de la noyer sous de prétendues retrouvailles et paix sociale. La paix ne peut pas exister sans la justice. Comme disent les Wolofs, si les mêmes causes continuent, la mauvaise gouvernance, l'absence de justice dans notre pays, les détournements des deniers publics, la prévarication, si ça continue, malgré les lois d'amnistie qu'ils veulent faire pour effacer leur propre forfait, les enfants qui chôment, les jeunes qui chôment, les gens qui n'arrivent pas à se soigner. Et puis la SDE qui perd une autre manche dans son combat pour la gestion de l'eau. Elle a été déboutée de son recours par la Cour suprême au profit de Suez. La Suez, la Sénégalaise des eaux, ne s'estime pas vaincue pour autant puisqu'elle annonce une requête en rabat d'arrêt. Le compte-rendu de l'audience avec Abdoulaye Diop. C'est un revers de plus pour la Sénégalaise des eaux dans son combat contre Suez. Elle vient d'être déboutée par la Cour suprême. Maître Moussounou est l'avocat de la RMP. La SDE avait présenté devant la Cour suprême un recours pour suspendre la procédure d'attribution de contrat d'affermage. Alors la Cour suprême vient de rendre sa décision et dire que la procédure continue. Donc a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par la SDE. Sa requête de suspension de la procédure d'attribution rejetée, les avocats de la SDE ne s'avouent pas vaincus pour autant. Certainement on le fera. Rabat d'arrêt. Réfléchissez sur ça, rabat d'arrêt. C'est le recours qu'on peut faire contre les décisions de la Cour suprême. Et ce recours-là est suspensif. Le ministère de l'eau et de l'hydraulique va poursuivre ainsi sa procédure d'attribution du contrat d'affermage avec Suez. 22 heures passées de 6 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité.
10 écoles primaires du département de Dagana font face à un déficit d'enseignants selon l'inspecteur Amadou Sy. En réunion avec les directeurs des écoles du département, il a ainsi été décidé un redéploiement de certains enseignants. L'IE veut un démarrage effectif des cours dans ces établissements. Amadou Sy que nous écoutons au micro de Mamadou Diagne. Nous avons parlé aussi des déficits surtout liés au personnel. Nous avons demandé à ce qu'on fasse une bonne gestion des ressources humaines. Notamment, pour des écoles, nous en avons déjà une dizaine. Nous avons 10 écoles qui sont sans enseignants. Et nous avons demandé à certains directeurs d'école qu'on va puiser à leur niveau pour libérer des enseignants que nous allons amener à animer ces écoles en attendant qu'on ait effectivement les nouveaux sortants. Mais pour certains autres écoles où il y a des déficits, nous avons demandé à ces enseignants de procéder à des classes multigrades ou parfois même à des classes à double flux en attendant qu'on ait effectivement les nouveaux arrivés. Donc voici entre autres problèmes que nous avons aujourd'hui discuté avec les directeurs d'école. En plus, maintenant, nous avons aussi analysé les résultats obtenus avec les enseignants, qui sont des résultats quand même acceptables. On est à 58% au niveau du CFE et à plus de 70% au niveau de l'entrée en sixième. Il y a des zones où les résultats sont bons, telles que Richatol, la commune de Dagana, la commune de Bokhol, qui a fait un excellent résultat, la commune de Diama, la commune de Ronk, la commune de Rosso Sénégal. Par contre, il y a des communes qui ont un peu traîné le pied. Ce sont les communes de Mban et les communes de Nit. Élargissement du PACASEN dans toutes les communes du Sénégal, rectification de la contribution économique locale et déclarée journée nationale de la décentralisation le 10 octobre. Voilà, entre autres mesures prises par le chef de l'État lors du dialogue sur la territorialisation des politiques publiques. La synthèse de cette journée avec Abdou Diouf Diagne. Cette rencontre qui a duré plusieurs heures a été une bonne tribune pour les élus locaux d'exposer devant le président de la République leurs difficultés. Le tout dans un mémorandum lu par Abdou Khadri Ndiaye, président de l'Association des élus locaux du Sénégal. Ces dysfonctionnements ont été liés au financement du développement territorial. Nous avons également demandé que le dispositif de détermination, d'identification et de collecte de la fiscalité locale soit renforcé. Il y ait beaucoup plus de lisibilité et de transparence sur les mécanismes de détermination de la SEL, où 54 milliards étaient annoncés. À l'arrivée, nous arrivons justement avec 34 milliards de recouvrés. Des difficultés auxquelles le chef de l'État compte trouver des solutions. J'ai déjà pris l'option et la décision de renforcer les transferts de l'État, le fonds de dotation, la contribution économique locale, de trouver une solution au différentiel noté, le PACASEN. Là aussi, j'ai instruit le ministre Omar Gueye en relation avec ses collègues des finances et de la coopération à mettre en place un PACASEN rural. Pour une bonne réussite de certains de ces projets, le chef de l'État tend à son tour la main aux élus locaux. Comment pourrait-on réaliser le zéro déchet sans les collectivités territoriales? Impossible. Comment pourrait-on réaliser le zéro bidonville sans les élus locaux? Comment réaliser le PSE vert, la reforestation sans les territoires? Votre implication est une obligation. Une commission est mise en place et son rôle est de travailler sur les recommandations qui feront d'ailleurs l'objet d'un conseil des ministres. Le président a par ailleurs déclaré le 10 octobre, journée nationale de la décentralisation. RFM Diamniadio, Abdou Diouf Diagne. À Kaolack, les travailleurs des collectivités territoriales sont restés plusieurs mois sans salaire, ce que le secrétaire général du syndicat qui les regroupe trouve inacceptable et inadmissible. Il invite l'État à veiller au bon usage de l'argent de la contribution économique locale destinée à ces collectivités territoriales. Amadou Diassé, que je vous propose d'écouter. Il se trouve que dans certaines communes, il y a des gens qui sont restés depuis 4 mois sans percevoir de salaire. Et ça, c'est douloureux. Et je ne crois pas que c'est juste au niveau des communes. Allez dans le département de Mbaké, allez dans le département de Louga, allez dans le département de Kédougou, allez dans le département de Tambacounda, vous verrez des gens qui sont 4 à 5 mois sans recevoir de salaire. C'est cet état de fait-là que l'État du Sénégal a compris et a mis à la disposition des communes cet argent-là. Cet argent-là, c'est la raison pour laquelle j'attire l'attention de l'État et du gouvernement que ce fonds-là soit encadré pour que ces gens-là puissent rentrer dans le droit. Rentrer dans le droit, c'est quoi? C'est percevoir leur salaire à temps, verser les cotisations à l'IPRES et à la Caisse sociale, régulariser les conditions des chauffeurs qui ont des salaires différents des uns des autres, et j'en passe. On alerte l'État pour qu'il encadre ces fonds-là, pour qu'avant toute autre dépense,
que les agents soient encadrés, que les agents soient sécurisés d'abord. Sécuriser c'est quoi? C'est mettre leur salaire. L'autre aspect, c'est l'effectivité de la fonction publique locale. Tant que la fonction publique locale n'est pas effective, les gens des collectivités territoriales auront toujours des problèmes. Amadou Diassé, secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités locales section Kaolack, qui était au micro de Ibrahima Diamé. Le Sénégal compte 6,1 cas de décès par suicide pour 100 000 habitants et se place au 129e rang mondial. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de la santé. C'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale ce jeudi. Dr Jean-Augustin Dientine de laisser entendre aussi que le Sénégal ne dispose que de 35 psychiatres répartis sur 14 structures. Le voici au micro de Ndongoka. On a observé que dans le monde, il y a eu 800 000 morts par an à cause du suicide. Au Sénégal, le rapport que l'OMS a publié, 10,1 cas de décès de suicide pour 100 000 habitants. Aux ressources humaines, je dirais en général, il y a les psychiatres, il y a les psychologues, il y a les infirmiers spécialisés en psychiatrie. Il y a un déficit, un gap qu'on a enregistré. En 2018, le ministère de la Santé a répertorié 35 psychiatres qui travaillent dans nos structures. Mais on est loin du compte parce qu'on voit de plus en plus les pathologies psychiatriques sont en train de prendre le dessus sur les autres pathologies. Donc actuellement, le ministère de la Santé, en 2019, a recruté 4 psychiatres. Aux infrastructures aussi, il y a un gap. Il y a 14 structures psychiatriques réparties sur 7 régions. Les pathologies liées au système nerveux ont besoin de financement au Sénégal. On ne peut pas avoir de santé sans santé mentale. L'autre chose que je pourrais dire, on a besoin actuellement que l'ensemble des partenaires se mobilisent pour aider nos pays à affronter ce qui va arriver. Actuellement, prenons la dépression, c'est la 3e cause de maladie dans le monde. En 2035, ce sera la première. Les maladies non transmissibles, dont les maladies psychiatriques, sont en train de prendre le dessus sur les autres maladies. RFM 94.0, la radio en puissance. Le groupe Futur Média en visite à Touba, le directeur général Birandour, accompagné d'une forte délégation, a été reçu par le khalife général des Mourides et son porte-parole. Ces autorités religieuses se sont réjouies du travail de GFM lors des précédents Magal. Pour cette édition aussi, le groupe compte déployer de gros moyens pour la couverture. Marème Diop, compte rendu. Le groupe Futur Média va déployer la grosse artillerie pour le Magal de Touba, édition 2019. L'annonce a été faite par le directeur général Birandour au sortir d'une audience avec le khalife général des Mourides. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un moment très fort, un moment d'émotion. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Nous avons eu une audience très large. Le marabout nous a écoutés pendant longtemps. On lui a expliqué tout ce que le groupe Futur Média faisait pour les maisons religieuses, je vais dire en général, et encore plus pour Touba. Après le khalife, le directeur général et la délégation ont été reçus par le porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké et le président de la commission culture et communication Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Ce dernier a décerné un satisfecit au groupe. La presse est notre partenaire, ça c'est une évidence. On ne peut pas organiser un événement comme le Magal sans la presse et chaque année elle assure la couverture. Nous remercions les journalistes. À quelques jours du Magal, le groupe Futur Média entend marquer l'événement de son empreinte. En marge de la visite, des appuis ont été remis aux chefs religieux par le directeur général du groupe Futur Média, Marema Diop, Touba, RFM. RFM Sport. À 22h passées de 15 minutes, j'accueille Abdou Diouf Junior pour la page des sports. Abdou, bonsoir. Bonsoir, Pape Besdiba. Football amical Brésil, Brésil-Sénégal ou Sénégal-Brésil. Aliou Cissé, en tout cas, est satisfait. Brésil-Sénégal. Le sélectionneur des Lions a félicité ses poulains pour la prestation aboutie face à un adversaire de rang mondial. Un but partout, Firmino et Famara Diédhiou ont marqué. Firmino pour les Oliverdés. Et Famara Diédhiou, j'ai envie de dire Famarinho pour le Sénégal. Aliou Cissé voudrait jouer un autre gros adversaire dans l'avenir tout en gardant en tête l'objectif principal. Gagner la CAN. Nous écoutons le sélectionneur sénégalais.
C'était un match plutôt bien abouti dans l'ensemble. Je crois que la seule chose qu'il faut regretter, c'est ce début de match. J'ai envie de dire ces 10 premières minutes où on n'y était pas vraiment. Mais bon, je pense que pendant pratiquement 80 minutes, on a montré qu'on était capable de rivaliser face à cette équipe brésilienne. Maintenant, comme je dis, ça reste un match amical. Il ne faut pas s'enflammer. On va continuer à travailler. Mais je veux vraiment féliciter mes joueurs parce qu'ils ont respecté les consignes et fait ce que je leur ai demandé de faire. Et c'est sûr que des genres de matchs comme ça devrait faire partie de notre progression. Et en réalité, nous sommes en train de travailler depuis 4 ans avec ce groupe-là. Il y a des objectifs, on a des ambitions bien sûr continentales, mais au-delà des ambitions continentales, on a envie aussi de nous inscrire sur le plan mondial. Mais je le dis, je le répète encore, c'est un match amical et qu'on face à, pour moi, une très très belle équipe du Brésil. Si dans les prochaines journée FIFA, on a la possibilité aussi de jouer des équipes européennes. C'est très intéressant. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je voudrais. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile d'avoir ces genres de matchs-là. Mais c'est notre ligne directrice et dans le futur, on voudrait s'inscrire dans ça tout en gardant qu'on est une équipe africaine. La Coupe d'Afrique, c'est très important, mais préparer dès à présent le mondial en 2022. En tout cas, Kalidou Koulibaly, lui, il est heureux d'avoir joué cette grande équipe du Brésil. Le défenseur sénégalais du Napoli a exprimé toute sa satisfaction à la fin de la rencontre. Kalidou est surtout content d'avoir vu l'équipe nationale du Sénégal tenir tête à cette grande nation du football. Nous l'écoutons. Je pense que c'était un match prestigieux quand même. Jouer le Brésil, c'est pas tous les jours. On sait que c'est une des meilleures nations au monde. C'est une nation qui a gagné plusieurs Coupes du Monde. Donc on avait à cœur de faire un bon match, montrer que le Sénégal a un bon niveau mondial. On savait que le Brésil allait nous mettre en difficulté parfois. Mais voilà, je pense qu'on a bien répondu. Je pense qu'on a bien préparé le match. Les joueurs étaient là. Les grands joueurs ont signé présent. Donc voilà, ça fait super plaisir. Maintenant, c'est de bonne augure pour le futur. C'était seulement un match amical pour réitérer ces prestations-là contre des grandes équipes et j'espère que dans le futur, voilà, on va montrer que le Sénégal a une place au niveau mondial. Le sélectionneur sénégalais et le vice-capitaine des Lions répondaient aux questions de Bakary Cissé, notre envoyé spécial à Singapour. Bakary Cissé, rédacteur en chef du quotidien sportif du groupe Futur Média Record. Football en Europe, on a joué des matchs de qualification à l'Euro 2020. Les Pays-Bas ont pris le dessus sur l'Irlande, 3-0. La Croatie, dans le groupe E, a accueilli et dominé Hongrie, 3-0. La Belgique a complètement atomisé Saint-Marin, 9-0 dans cette partie. Lukaku a marqué un doublé entre autres buteurs dans cette partie. La Russie a pris le dessus également sur l'Écosse, 4-0. Vendredi, demain, retenez entre autres rencontres, c'est face-à-face Islande-France à 18h45. C'est dans le groupe G. Dans le groupe H plutôt, dans le groupe A, la rencontre République tchèque-Angleterre va également susciter beaucoup d'attention de la part des amoureux du ballon rond. Portugal-Luxembourg, c'est à 18h45. Ukraine-Lituanie à 18h45 également. Navetan, pour rapprocher les jeunes de Bunkiling et de Bignona. Les ODCAV de ces deux départements voisins ont scellé ce rapprochement lors de la finale des phases départementales de Bunkiling en présence du maire de Bignona. Max Euclide Confani. Sceller l'unité des jeunes à travers le sport, c'est le pacte que les ODCAV de Bunkiling et Bignona tentent de nouer et mettre en pratique dans l'organisation de leurs différentes phases de championnat populaire. Kaba Fati, président de l'ODCAV de Bunkiling. Nous avons pris cette année pour renforcer en notre sein la cohésion sociale, mais aussi procéder à l'étendre à nos camarades d'autres départements. C'est pour cela que nous avons décidé, avec l'ODCAV de Bignona, de sceller un pacte de jumelage. Comme nous gérons tous la jeunesse et que c'est les mêmes jeunesses, parce que Bignona et Bunkiling sont les deux départements frontaliers. Ensemble, partageons, n'est-ce pas, la Casamance naturelle et le pays. Une entente matérialisée par la présence du maire de la commune de Bignona à la finale des phases départementales de Bunkiling. Occasion pour Mamadou Lamine Keita, maire de Bignona, de magnifier ce partenariat. Nous avons vu une jeunesse du département de Bunkiling mobilisée, disciplinée, organisée, engagée. Je dois dire que l'ODCAV de Bunkiling était venu à Bignona lors des phases départementales et on a commencé à discuter. Aujourd'hui, les deux ODCAV de Bignona et de Bunkiling
ont décidé de sceller un pacte d'amitié, de partenariat et de portage commun d'un certain nombre de projets pour les jeunesses des deux départements. Et nous serons là, à côté de ces deux jeunesses, pour les accompagner. L'unité pour construire une société stable et prospère, c'est désormais le maître mot de la jeunesse sportive de Bounkiling. L'appel à la solidarité, à la fraternité nationale, en tout cas l'appel à une société stable et prospère. C'est You Max Euclid Kamfani, RFM. Beach Soccer, Jeux mondiaux de plage, les Lions veulent sortir des phases de poule. Al-Seni Ndiaye et compagnie entretendirent ce vendredi. Le mot d'ordre dans la tanière, c'est de tout donner pour sortir des phases de poule, de la poule C plus précisément. La poule C que le Sénégal partage avec l'Iran, l'Ukraine et le Paraguay. Nous écoutons Al-Seni Ndiaye, gardien de but et capitaine des Lions du Beach Soccer avec Soda Thiam. L'Iran et l'Ukraine ont partagé la même poule lors de la Coupe du Monde en 2013. Mais maintenant, en 2013 et 2019, il y a une différence. Ce n'est pas les mêmes joueurs. Donc, on va se concentrer davantage. Vu qu'il y aura une seule équipe qui va sortir. Donc, il y aura une seule équipe qui va sortir pour les demi-finales directes. Donc, ça veut dire qu'une défaite est interdite dans ce tournoi. Donc, pour atteindre notre objectif, donc, il faudra gagner nos trois matchs. On doit les gagner. Donc, le règlement du budget est un peu compliqué. Si tu gagnes au temps réglementaire, tu as 3 points. Si tu gagnes aux prolongations, tu as 2 points. Si tu gagnes au tir au but, tu as 1 point. Donc tu peux gagner par tir au but tes 3 matchs et l'autre équipe gagne sur le terrain. Donc tu risques d'être éliminé. On va essayer de jouer jusqu'au bout. Donc essayer de gagner tous nos matchs dans le temps réglementaire pour sortir avec 9 points, Inch'Allah. Et ça doit commencer dès vendredi contre le Paraguay. Ce match sera très déterminant pour le reste du tournoi et il faudra faire tout pour gagner, Inch'Allah. Le Sénégal donc qui joue demain contre le Paraguay, le Jeux mondiaux de la plage Pabès Diba démarre ce vendredi, comme il a bien souligné Al-Seni Ndiaye plutôt. Ce sera donc demain 11 octobre 2019 au Qatar et ils vont se poursuivre ces Jeux mondiaux de la plage jusqu'au 16 du même mois. C'était à l'instant Abdou Diouf Junior qui nous a présenté la page des sports. Le tour du web sur RFM. Le tour du web avec Abdoulaye Diop. Bonsoir et bienvenue. Affaire des 94 milliards, le leader du PASTEF crie déjà victoire après son face-à-face avec le doyen des juges. Dans un live sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a annoncé que le juge a pris une ordonnance, ce qui, selon lui, ouvre les portes d'un procès. À la une de Dakaractu.com, le chef de l'État Macky Sall parle du foncier au Sénégal et c'est pour alerter sur les spéculations foncières. Vous le voyez déjà à Pékin, à Guédiawaye, des fois on veut vous donner des infrastructures, mais il n'y a pas de terrain disponible pour faire un hôpital, un lycée, une université, n'en parlons même pas. Si on continue à faire la spéculation foncière, à vendre tout terrain qui existe, cela va rentrer dans un domaine privé. Et donc les générations futures, elles auront quoi, a-t-il dit. Le chef de l'État a rencontré ce matin les maires et présidents de conseil départemental. Emedia.sn informe que la SDE a été déboutée par la Cour suprême. La dite Cour a décidé de la poursuite de la procédure d'attribution. Le site annonce aussi l'introduction du rabat d'arrêt des avocats de la SDE. Autre actualité, le ministre de l'Intérieur annonce le rétablissement des visas d'entrée pour les étrangers hors CEDEAO. L'information est à lire sur igfm.sn qui rappelle que ce visa obligatoire a été instauré en 2013 avant d'être supprimé en 2015. Les autorités mettent en avant des raisons sécuritaires pour justifier cette mesure, ajoute le site du groupe Futurs Médias. Économie, budget 2020, un gap inquiétant à plusieurs centaines de milliards de francs CFA à combler, titre cnenews.com. Le site informe que le budget général pour l'année 2020 s'élève à 3 122,55 milliards de francs CFA en recettes et à 3 573 milliards de francs CFA en dépenses, soit un gap de 451 milliards de francs. Sur l'international, le Soudan a nommé à la tête de son système judiciaire une femme, la première à ce poste dans ce pays du nord-est de l'Afrique, a annoncé jeudi l'agence de presse officielle Souna. Ancienne juge de la Cour suprême, Nemat Abdullah Keher supervise désormais l'ensemble du système judiciaire du pays, entré fin septembre dans une période de transition. L'information est sur afriquenews.com. Du sport, wisport.com nous livre la réaction du buteur sénégalais Famara Diédhiou lors du match Brésil-Sénégal qui s'est soldé par un but partout. Ça fait plaisir de marquer ce but, a-t-il déclaré. Le tour du web, c'est fini, merci.
de nous avoir suivis. Merci à vous, Abdoulaye Diop, et place à Quartier Vert. Bonsoir et bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de la production de charbon de bois dans les forêts aménagées de Sédhiou, une activité qui a des impacts sur l'environnement avec les gaz toxiques dégagés, mais aussi sur la santé des producteurs qui ont subi une session de formation. Max Euclid Kamfani. Pendant 6 jours, ces producteurs de charbon ont bénéficié de renforcement des capacités pour davantage protéger les forêts aménagées pour ces fabriques et aussi éviter tout risque lié à cette carbonisation. Je m'appelle Morike Wassissé, je suis dans la commune de Djambati. On a beaucoup en tout cas sur la carbonisation, comment carboniser et comment protéger la forêt. Pendant la carbonisation, après la formation, on a vu beaucoup de problèmes dans cette carbonisation, comme les polluants organiques persistants qui vraiment en tout cas touchaient les producteurs. La formation c'est le but pour que vraiment on se protège contre ces polluants-là parce que ça impacte dans notre santé. Donc tout un chacun qui produit dans la forêt aménagée doit vraiment être protégé contre ces polluants-là. Une double capacitation envers ces petits exploitants de forêt dont la nécessité est expliquée par l'IREF de Sédhiou, Djemanga Djedjou. Nous avons 3 forêts aménagées, 3 forêts au niveau desquelles cette carbonisation est réalisée. Il était vraiment bon que les producteurs soient capacités pour éviter donc les problèmes qu'on a évoqués. D'abord que les gens adoptent des mesures de précaution et de protection. Je pense que ceux-là qui ont appris pendant ces 6 jours de formation pourront démultiplier donc les connaissances acquises au niveau de leur base. Mais le service des eaux et forêts est là toujours à côté de ces producteurs de charbon. Notre rôle c'est d'encadrer ces producteurs-là pour qu'ils puissent réaliser leurs activités dans des conditions de sécurité. Après avoir été bien capacités, ces producteurs comptent à leur tour sensibiliser leurs autres camarades pour continuer à préserver l'environnement et aussi se protéger. À partir d'aujourd'hui même, on va commencer à sensibiliser la population et nos collègues producteurs sensibiliser comment protéger contre les polluants. Max Euclid Kamfani, l'exploitation du charbon dans les forêts aménagées est encadrée par les services des eaux et forêts. Le chef de division aménagement et production forestière plaide pour un changement de procédé. Le colonel Joseph Faya. C'est sur la sensibilisation contre les polluants organiques persistants, les POP. Vous savez, ces polluants sont très dangereux et ils se dispersent dans la nature. Ils sont persistants parce qu'une fois qu'ils entrent dans le corps, ils n'en ressortent pas. Donc ils s'accumulent et à un certain moment, ils peuvent causer de graves dégâts sur l'individu, sur la santé physique de l'individu. Malheureusement, ces polluants peuvent être produits par la carbonisation. C'est là où notre volet s'intéresse. C'est pourquoi on s'est dit que nous allons sensibiliser les producteurs qui sont les acteurs sur le terrain, qui sont les premiers à être exposés à ces polluants. Nous nous sommes dit que si nous laissons les gens continuer comme ils faisaient, on aura chaque fois des problèmes de santé. Et malheureusement, ce sont des problèmes qui ne se révèlent qu'en fin de carrière. Parce que l'individu a eu le temps d'accumuler beaucoup de gaz, tels que les mercure et autres. Il en a eu le temps d'en accumuler beaucoup. Et en fin de carrière, ce sont des maladies et les gens n'étaient pas informés. Maintenant, de la formation, nous avons profité pour en faire 2 phases. Il y a une phase sur comment protéger l'environnement, comment protéger la forêt. C'est une phase qui s'occupe de tout ce qui est aménagement. Nous, le plus qu'on apporte, c'est la lutte contre les polluants persistants. C'est pourquoi nous avons amené des équipements de protection individuelle. Tout cela pour éviter le contact direct avec la fumée, la poussière et donc tous les dangers qui peuvent se présenter lors de la carbonisation. Du début donc maintenant à la fin, à la coupe jusqu'à la vente sur le terrain. C'est un projet test, un projet pilote. Donc, dans notre perspective, nous visons un grand projet donc, qui, cette fois-ci, ne se limitera pas uniquement seulement à la carbonisation, mais les autres secteurs, tels que l'agriculture, tels que la gestion des déchets, tout ça. Le colonel Joseph Faye, chef de division aménagement et production forestière, au micro de Max Euclid Kamfani, qui a entièrement réalisé ce numéro de Quartier Vert. Nafissatou Silla. Bienvenue. La chimiothérapie est incontournable dans le traitement de plusieurs types de cancers. La chimiothérapie anticancéreuse consiste à administrer des médicaments qui tuent les cellules cancéreuses ou qui divisent ces cellules, limitant alors leur croissance. Dr Doudou Diouf, oncologue à l'Institut Julio Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec. La chimiothérapie est un traitement médical des cancers, en plus des autres traitements que s'agit la chirurgie et de la radiothérapie. Le but du traitement, c'est soit de guérir le malade, donc le plus souvent, ça peut être soit avant une chirurgie, ce qu'on appelle une chimiothérapie néo-adjuvante, soit après une chirurgie, là c'est une chimiothérapie adjuvante. Ça peut avoir comme but la guérison complète du malade, ou bien la chimiothérapie, elle peut être palliative, car on sait que le cancer est tellement avancé
chimiothérapie ne pourrait éventuellement pas guérir le malade. Donc, cette chimiothérapie a pour but d'améliorer le confort, d'augmenter la survie et la qualité de vie des malades qui sont sous chimiothérapie. Il peut s'agir d'un traitement par voie orale ou par voie injectable. Il y a une chimiothérapie orale, ce sont des comprimés à prendre en général ou des gélules, ou bien une chimiothérapie injectable où on utilise les voies périphériques au niveau des bras, au niveau, etc., au niveau du coude, ou bien on utilise ce qu'on appelle les PAC. Donc ce sont des cathéters qui sont implantés au niveau du thorax du malade, ou c'est une voie centrale très très pratique, ce qui permet de garder le capital veineux des malades. Donc ça c'est hyper pratique, mais malheureusement c'est pas utilisé chez tous les malades parce que il y a un coût pour pouvoir placer ce cathéter central. La chimiothérapie est une partie du traitement anticancéreux et sa durée dépend du stade de la maladie. C'est-à-dire il y a des chimiothérapies qui sont hebdomadaires, qui sont réalisées toutes les semaines, ou bien bi-hebdomadaires réalisées tous les 15 jours, voire tous les 21 jours. Et le plus souvent, c'est tous les 21 jours en fonction des protocoles utilisés, surtout dans le cadre, par exemple, du cancer du sein ou bien du cancer du col de l'utérus, etc. Cette chimiothérapie, elle peut être à l'hôpital du jour, où le malade vient à l'hôpital, il fait sa chimiothérapie et rentre à la maison le jour même, il n'est pas hospitalisé, c'est-à-dire il ne reste pas au-delà de 24 heures. Elle peut être pendant 2 jours, pendant 3 jours, voire 5 jours. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt pour parler des effets secondaires de la chimiothérapie. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente... Nous passons à la chronique du jour, chronique de ce jeudi, signée Abdoulaye Ndiaye. Nous vivons en effet par moments des périodes caniculaires qui embrasent tout le territoire national au vu des données de la météo. Elles sont un signe évident d'un réchauffement climatique en mode accéléré chez nous. La responsabilité dans cette accélération du phénomène découle d'un laisser-aller d'une trop grande concentration automobile dans Dakar et ses environs. Une réalité des chiffres d'ailleurs en atteste. Plus de 500 000 immatriculations qui progressent au rythme de près de 10 000 chaque année depuis 2012. Convenons qu'une telle situation ne peut que développer des pics de pollution qui affectent la santé des populations, surtout les plus fragiles. Et cela du fait de taux de particules fines, pour dire simplement matière entre autres dégagée par les pots d'échappement automobiles suspendus dans l'atmosphère, 7 fois supérieures aux normes admises par l'Organisation mondiale de la santé. Et tout cela procède pour une large part du respect d'une promesse électorale faite en 2012, de porter à 8 ans l'âge d'entrée de véhicules venant d'eux. Les conséquences d'une telle décision sont mesurables à une circulation intense avec de nombreux embouteillages dans les artères principales de la capitale. On semble oublier dans ce même registre le principe d'une tolérance zéro pour véhicules hors d'âge, brandi comme solution devant l'altération continue de l'air respiré dans la région de Dakar. C'est pourquoi d'ailleurs, 7 ans après, les rumeurs d'une prochaine mesure d'atténuation de ces effets ne peuvent qu'être salutaires. Surtout qu'il pourrait s'agir d'un nouveau décret ramenant presque à 5 ans l'âge d'entrée des véhicules dans le pays. Un décret articulé autour de dispositions fiscales et douanières pouvant aider à atteindre l'objectif. Et il pourrait être une progression de taxes des véhicules, les moins âgés aux plus âgés. Mieux, un non-respect des dispositions peut entraîner une réexportation ou une destruction des véhicules en question. C'est là un bon moyen dissuasif pour limiter les importations de véhicules porteurs de pollution. Surtout que ces derniers, n'étant plus en règle avec l'environnement européen, ils sont devenus hors d'usage. Sauf qu'ils continuent d'être convoyés en Afrique par des marchands qui ne se préoccupent ni de gaz à effet de serre, ni par une dégradation de l'air respiré dans nos villes. Il suffit de faire le tour des parcs et garages de vente automobile à Dakar pour s'en rendre compte. C'est là que nous semble incongrue la position de quelques proches du pouvoir défendant un maintien du décret 2012 sur l'importation automobile. Une position qui estomaque par sa légèreté quand elle affirme que toute modification de ce dernier irait à l'encontre d'engagements pris par le président Sall. Que l'on nous permette de nous inscrire en faux par rapport à cette perception et rappeler qu'au bout d'un certain nombre d'années, une gouvernance peut évaluer une décision sur son utilité pour le plus grand nombre de citoyens. Celle-ci ne devant pas se résumer à une sauvegarde des intérêts de quelques lobbies, fussent-ils puissants, soucieux de préserver des privilèges. Alors, vivement le prochain décret sur l'entrée des venants d'eux. Il pourrait
réduire la pollution automobile dans une capitale, Dakar, qui suffoque. L'invité, un entretien exclusif que Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, a accordé à Fama Dione. Ousmane Sonko qui revient sur l'évolution du dossier des 94 milliards. Entretien. Donc nous sommes avec Ousmane Sonko, leader de PASTEF Les Patriotes. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors Ousmane Sonko, aujourd'hui vous avez été entendu par le doyen des juges. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de votre échange avec le doyen? Oui, c'est dans le cadre de la procédure normale. Nous nous attendions à ce que ça se fasse plus tôt d'ailleurs, parce que normalement ça aurait dû se faire sous 8 ans après le dépôt de notre plainte avec caution de partie civile. Mais c'est heureux que ça se fasse en tout cas, quel que soit le retard. Et vous savez, quand vous déposez une plainte avec caution de partie civile, le juge d'instruction doit l'examiner. Et quand il considère que c'est recevable, il vous appelle pour faire la confirmation de plainte et prendre une ordonnance pour fixer la consignation, laquelle ordonnance, le paiement de cette consignation et le dépôt de la quittance, lie le juge pour que la procédure démarre. Donc c'est la procédure normale, ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Que ça se passe à la veille de ce qui doit se passer à l'Assemblée nationale, ça peut être une coïncidence. Car moi, je n'ai pas à l'interpréter. Mais souvenez-vous que depuis le début, nous avions dit que nous ne répondrions à aucune commission d'enquête parlementaire parce que ce dossier n'est pas politique. Une commission d'enquête parlementaire, c'est politique. Elle examine des faits politiques et elle aboutit à des recommandations politiques. Nous avions dit que ce dossier n'est pas politique. Il est judiciaire et nous avions déposé une plainte 10 mois avant et donc nous ne répondrions pas à une commission d'enquête parlementaire. Nous exigeons que le procureur qui a été saisi depuis le 8 mai 2018 ouvre le dossier, une instruction, ou bien, quand on s'est rendu compte qu'il ne le ferait pas parce qu'il est sous ordre, nous sommes rabattus sur le juge d'instruction. Nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile et en espérant qu'il allait réagir, ce qu'il a fait. Et donc, nous considérons que nos exigences ou notre combat dans ce dossier pour le ramener à sa stricte propension judiciaire, c'est cela qui a prospéré. Et nous allons suivre maintenant l'évolution parce qu'après, il faut que le dossier soit conduit à son terme, c'est-à-dire nous mène vers le procès que tous les Sénégalais attendent d'ailleurs. C'est ce que les Sénégalais attendent. Les Sénégalais n'attendent rien de l'Assemblée nationale. Ils veulent qu'un procès tranche ce débat-là pour que les accusations que moi-même j'ai formellement formulées contre, pour ne pas me répéter, formulées contre ceux que j'ai cités dans ma plainte, que ces accusations-là soient tranchées par un juge qui, après examen de mes griefs et des preuves que je mets à l'appui, mais puis après avoir écouté la défense, parce que nous sommes dans une démocratie et la défense a des droits, tranchera pour dire si oui ou non il y a eu escroquerie, il y a eu faux usage de faux, il y a eu concussion sur des montants portant sur 94 milliards. À 24 heures de la plénière de l'Assemblée nationale, le doyen des juges vous a entendu. Et qu'est-ce qui va changer selon vous? Ce qui doit changer, c'est que d'abord la procédure de l'Assemblée nationale devient sans objet. Vous savez bien que les textes disent clairement que il ne peut y avoir de commission d'enquête parlementaire lorsqu'un dossier fait l'objet déjà d'une instruction judiciaire. Mais encore, quand bien même il y avait déjà une commission d'enquête parlementaire, dès lors qu'une procédure judiciaire est enclenchée, évidemment, la commission d'enquête parlementaire s'éteint ipso facto. Donc, aujourd'hui, la suite logique, c'est que cette mascarade qui se passe à l'Assemblée nationale depuis trop longtemps et qui devait aboutir demain à la lecture du rapport en plénière, elle doit s'arrêter immédiatement. Et nous adressons une correspondance au président de l'Assemblée nationale dans ce sens. Je tiens à dire d'ailleurs que c'est deux plaintes, et c'est sur ces deux plaintes-là que j'ai été entendu aujourd'hui, puisque la deuxième plainte, c'est la plainte que j'ai déposée contre les membres de la commission d'enquête parlementaire qui ont violé le secret de l'instruction avec leur conférence de presse. Or, c'est une violation frappée de sanctions par l'article 48 toujours du règlement intérieur qui renvoie à l'article 263 du Code pénal pour les peines appliquées. Donc,
C'est les deux qui ont été considérés comme recevables aujourd'hui et nous allons les poursuivre jusqu'à leur terme parce que déjà, il n'y avait pas lieu d'avoir cette commission d'enquête parlementaire, mais leur haine politique vis-à-vis de ma personne les a conduits et évidemment leurs limites, parce que vous savez ce qui se passe à l'Assemblée, leur haine et leurs limites les ont conduits à escamoter toutes les procédures pour aller livrer les secrets de l'instruction, ce qui est une violation très grave, sanctionnée par le code pénal. Avez-vous confiance en la justice sénégalaise? Est-ce qu'elle va bien diligenter le dossier? Je ne peux pas avoir confiance quand je vois le comportement du procureur de la République. Et vous savez qu'en la matière, le juge d'instruction après va saisir le procureur de la République pour qu'il informe, pour qu'il fasse son, je crois qu'ils appellent ça le réquisitoire. Et là, il n'est pas enfermé dans les délais. Il peut faire du dilatoire et faire ce qu'il veut. S'il a fait du dilatoire sur ma plainte qui est sur sa table depuis le 8 mai 2018, je ne m'attends pas à ce qu'il traite de manière diligente le dossier cette fois-ci. Tout le problème, c'est le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, que j'ai toujours indexé et je l'assume parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Et ce n'est pas normal. Il est un procureur de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar, mais il n'est pas un procureur de la République du Sénégal. Et sous cet angle-là, votre question peut être pertinente sous cet angle-là, mais ce qui est sûr, c'est que nous, ce que nous voulions, c'est que la procédure soit enclenchée et elle l'est aujourd'hui. Et après, le jour où ils décideront d'aller plus loin, nous nous présenterons devant le juge d'instruction pour les auditions, pour donner toutes nos preuves et nous irons au procès pour défendre nos accusations et mettre fin à cette histoire parce que nous considérons quand même qu'il aurait été grossier que 94 milliards de nos francs. Vous savez ce qu'on peut faire avec 94 milliards dans ce pays? Vous avez vu la situation du pays? Que 2 ou 3 personnes montent leur coup en faisant du faux, en faisant l'escroquerie, en détournant des procédures, en faisant de la concussion pour s'accaparer d'autant de ressources du peuple sénégalais et se le partager. Vous croyez que ça c'est normal? Ce n'est pas admissible et on ne peut pas l'accepter. Et aujourd'hui, tout le gouvernement de Macky Sall a travaillé à couvrir cette forfaiture-là. Eux-mêmes, ils savent ce que les gens ont fait. Pourquoi donc Macky Sall, au lendemain de l'élection présidentielle, a limogé Mamour Diallo, qui pourtant l'a aidé à gagner à Mbour, a limogé Brima Mangara, a limogé Maïssa Ndiaye, a limogé tout ce qui était impliqué dans cette affaire? Vous croyez qu'il les a limogés simplement parce qu'il ne lui plaisait plus? Ils savent très bien ce que les gens ont fait et je peux vous assurer que si ce dossier va devant un juge, que ce juge aime Ousmane Sonko ou pas, les éléments que nous mettrons sur sa table ne lui laissent aucune autre possibilité que de déclarer la culpabilité de ceux qui sont mis en cause. Vous avez tous les éléments? Ça, c'est une question qu'il ne faut pas poser. D'ailleurs, vous devez me connaître un temps soit peu pour savoir que je ne peux pas être aussi léger au point d'aller accuser des gens d'escroquerie portant sur 94 milliards sans en avoir les preuves. Ceux qui font le tour des radios pour dire il n'a qu'à sortir ses preuves, ils se croient plus malins que nous. Ils savent très bien qu'en droit, certaines preuves, des documents administratifs, des documents privés, vous les sortez, je vous les donne tout de suite, on m'attaque pour recel de documents. Donc c'est pourquoi ils disent ça. Mais devant le juge, je n'ai plus ces contraintes-là. Et si le juge appelle demain, il aura un classeur plein avec toutes les preuves de ce que nous avons avancé. À la limite, dans ce dossier, on est en face d'un cas de flagrant délit. Le juge n'aura même pas besoin de chercher de 8h à midi. On lui a tout préparé. Il peut faire le procès en une matinée ou en 1 heure. On est en face d'un flagrant délit. Ousmane Sonko, la RFM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À vous, Fama John, pour cet entretien exclusif avec Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. C'était d'ailleurs un des titres de ce journal. Rebondissement donc dans l'affaire des 94 milliards. Le doyen des juges s'est saisi du dossier en procédant cet après-midi à l'audition d'Ousmane Sonko. La révélation est du leader de PASTEF qui crie déjà victoire. Le démarrage des cours tarde encore à être effectif dans plusieurs écoles du département
département de Dagana. L'inspecteur de l'éducation évoque un déficit d'enseignants, mais dit attendre de nouveaux instituteurs. Décès par suicide, il y a 6,1 cas pour 100 000 habitants au Sénégal. Notre pays se classe 129e au rang mondial, c'est ce qu'a fait savoir le directeur de la santé mentale. C'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale ce jeudi. Et puis à Kaolack, les travailleurs des collectivités territoriales réclament le paiement de plusieurs mois de salaire. Ces retards de paiement de salaire sont inacceptables, estime le secrétaire général du syndicat des travailleurs des sections locales. Il invite l'État à veiller au bon usage de l'argent de la contribution économique locale. Abdou Diouf en sport, Abdou Diouf Junior est revenu sur les réactions après le match Sénégal-Brésil. Rencontre, je rappelle, amicale qui s'est soldée par un match nul, un but partout. Ce journal vous a été présenté par Pabès Diba en compagnie de Amadi Ndiaye à la partie technique. Merci de nous avoir suivis.